Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau. La faim est un fléau, un scandale qui frappe encore près de 850 millions de personnes sur notre planète. Un scandale car cela est désormais admis par la plupart des experts. Les ressources alimentaires suffiraient aujourd'hui à nourrir tout le monde. Si des progrès ont été réalisés, le combat est loin d'être gagné. Les objectifs affichés pour 2015 semblent d'ailleurs ne plus pouvoir être atteints. La volonté d'éradiquer la faim existe-t-elle réellement dans les faits, dans les actes? Quels choix ont été faits à l'échelle de l'économie mondiale? Décisions politiques, décisions économiques. Nous chercherons à comprendre ces mécanismes qui sont complexes, il faut bien le dire. Longtemps sacrifiés, l'agriculture familiale semble être à nouveau considérée comme un levier. Pourquoi? Le combat contre la faim, nous en parlerons donc en ce début de carême, période propice à la conversion, au partage, à l'attention aux autres. Nous en parlons dans cette édition spéciale en partenariat avec le CCFD Terre Solidaire, avec nos 4 invités. Guy Orange, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous présidez le CCFD, première ONG de développement en France, qui axe cette année sa campagne de carême sur cette question de la faim, principalement. Oui, et non seulement de la faim, mais je dirais de la réflexion sur les causes de la faim. Il faut donner, mais il faut savoir aussi comment est-ce que l'on peut trouver les bons lieux qui vont permettre à la faim de reculer. Bon, on va chercher à découvrir tout cela ensemble au cours de cette soirée. François Muniatouari, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur de Accor Rwanda. Accor, c'est une ONG qui contribue au développement agricole et qui accompagne très concrètement les paysans autour de ces questions de sécurité alimentaire, les paysans mais aussi les populations où vous êtes présents. C'est Accor, une organisation panafricaine. Merci beaucoup d'être là. Vous arrivez du Rwanda. Nous sommes également avec Yvonne Belaoundé. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission au CCFD pour l'Amérique latine et principalement le Brésil et Cuba, les pays que vous connaissez le mieux. Vous êtes péruvienne et bien sûr votre regard compte beaucoup et votre expertise. Et puis enfin Bruno Parmentier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien directeur de l'École supérieure d'agriculture à Angers qui forme des ingénieurs en agriculture. L'éradication de la faim, c'est le thème plusieurs de vos ouvrages, ça habite un peu toute votre vie. On attend fin zéro, mais il y a déjà eu nourrir l'humanité, manger tous ces biens. Voilà un peu ceux qui vont nous accompagner ce soir. Merci beaucoup d'être là. Je commence avec vous, Guy Orange. Jean 23, qui va bientôt être canonisé le 27 avril. C'est à lui, en fait, que l'on doit la création du CCFD, avec ce fameux appel repris de la FAO en 1960. Oui, c'est Jean 23 qui reprend un appel au secours. Je trouve sympathique que l'humanité, à travers la FAO, dit « mais la faim, ça existe » dans les années 1960, tout à fait au début. La FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Et l'alimentation, tout à fait. Voilà que le pape Jean 23 entend cet appel au secours et tout de suite il va dire « mais moi, comme responsable, pasteur de l'Église catholique, il faut que je mobilise les forces catholiques ». Et c'est comme ça que ce comité catholique contre la faim, au départ, va se créer en France et puis va ensuite continuer ses activités puisque ça fait 53 ans que ça dure. Oui, et on sait que les papes ont été très attentifs à cette question de l'éradication de la faim. Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI en a beaucoup parlé. Le pape François aussi, d'ailleurs, que vous avez rencontré et qui a lancé une grande offensive aussi. Il dit qu'il faut se faire l'écho de ceux qui ont faim. Plus que l'écho, le pape François va au début du mois de décembre, moi je l'ai rencontré au mois de janvier, va dire il faut que le silence dans lequel se trouvent les victimes de la faim devienne de notre part à nous, ici sur ce plateau, mais tous ceux et celles qui nous regardent, un rugissement contre la faim, car il y a quelque chose là d'inacceptable. Et je trouve que si nous pouvions rugir avec notre intelligence, avec notre cœur, avec notre voix, avec notre responsabilité politique, on serait à la hauteur de l'appel qui a été lancé il y a 53 ans et qui est repris aujourd'hui par le pape François. Oui, le pape François qui mobilise en fond les réseaux d'églises, aussi Caritas tout à fait. Bruno Parmentier, une personne sur 7 aujourd'hui souffre de la faim. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des progrès réalisés depuis le temps qu'on en parle? Et on a l'impression, peut-être pour beaucoup de générations, que c'est un fléau inexorable. Ça n'est pas le cas, on l'a dit. Alors, ça dépend de la manière dont on le regarde. Si on le regarde en pourcentage, on ne cesse de s'améliorer. Si on le regarde en nombre, il y a quand même cette chose stupéfiante. Quel que soit ce qui se passe, depuis plus de 100 ans, il y a toujours le même nombre de gens qui ont faim. Il y a autant de gens qui ont faim aujourd'hui, 850 millions de gens qui se couchent le soir avec le mal au ventre en disant « j'ai pas pu manger ». Mais il y en avait autant en 1950 et il y en avait autant en 1900. Bon, il y a un progrès parce que la population mondiale a augmenté. Les Nations Unies se rassemblent en disant quand même ça fait tâche. C'est pas normal qu'on n'y arrive pas.
Et donc, ils font ce qu'on a appelé les objectifs du millénaire. Donc, ils apparaissent modestes. Ils disent, en 15 ans, on va diviser par 2. On va passer de 800 millions à 400 millions. Bon, ben, 400 millions en 2015, c'est fini. Il y a toujours 850 millions de gens qui ont faim. Bon, donc, on n'y arrivera pas. Et il y a encore 3 milliards de gens nouveaux qui vont arriver sur cette planète. Et donc, il est légitime de s'interroger pour savoir, est-ce qu'on va continuer indéfiniment avec 850 millions? Mais ça peut être plus. Parce que finalement, c'est les enfants des gens qui ont faim hein, qui croissent. Et donc, peut-être qu'il peut y avoir 1 milliard ou 1,5 milliard de gens qui ont faim. Donc, est-ce que réellement, maintenant, on s'y met? Alors, on a nourri quand même 5 milliards de gens de plus sur les mêmes champs. Mais est-ce qu'on veut terminer avec ce déshonneur de l'humanité, qui a toujours 850 millions de gens qui ne mangent pas leur faim? Et concrètement, par exemple, pour être concret, il y a un enfant qui meurt de faim toutes les 10 secondes. Bon, on peut supporter ça? Qu'un enfant meurt de faim toutes les 10 secondes? Un scandale. Un scandale. Moi, j'aime bien revenir à la notion d'inacceptable. Il y a des choses qui sont inacceptables. Qu'on soit de tel bord politique, de telle religion, de tel autre courant philosophique, il y a de l'inacceptable. Et je trouve sympathique que l'humanité, sympathique au sens on est en communion avec, que l'humanité entière essaye de se mobiliser contre ce qui est humainement inacceptable. Dans notre émission, nous avons fait le choix de nous intéresser dans un premier temps à l'agriculture familiale, longtemps délaissée. L'ONU, d'ailleurs, n'a-t-elle pas décrété 2014 année internationale de l'agriculture familiale? Notre journaliste Benjamin Vincent s'est rendu au Tchad, dans cette partie du globe, le Sahel, entre le désert et les régions tempérées, où le climat est l'un des plus rudes au monde. Entre avancée du désert et instabilité politique, ici on souffre de la faim. Au Tchad, plus d'un foyer sur 2 est concerné. Dans la capitale, les classes moyennes ne prennent souvent plus que 2 repas au lieu de 3. Et que dire des zones rurales? Eh bien, Benjamin Vincent a retrouvé l'ONG Accor qui accompagne les paysans. L'insécurité alimentaire, c'est la préoccupation quotidienne des villageois. Nous sommes ici dans le Guéra, au centre du Sahel tchadien. La région est maillée de villages de quelques centaines d'habitants qui vivent de l'agriculture, avec difficulté parfois comme cette année. Les mauvaises pluies d'il y a quelques mois font aujourd'hui craindre une pénurie alimentaire. Dans ce village, l'année dernière, le grenier était plein à ras-bord. Aujourd'hui, comme nous le montre le chef de la communauté, le niveau des stocks est très bas. On sait déjà que la récolte de 2013 ne permettra pas à tous à la fois de vivre et de replanter. Alors pour s'en sortir et aider leur famille, certains fuient le village. L'émigration des hommes, c'est un véritable fléau dans la région. Ici, à l'ombre du grenier, on compte un homme pour 2, voire 3 femmes. Certaines sont seules, avec plusieurs enfants à charge, comme Alimé. C'est pour prévenir ces situations que Mamad s'active. Lui-même est originaire du Guéra et il travaille pour Accor, une ONG panafricaine partenaire du CCFD Terre Solidaire. Son quotidien, c'est d'aller à la rencontre des populations et de les aider à trouver des solutions. Nous accompagnons la communauté à pouvoir les aider à mieux lutter contre l'insécurité alimentaire et pouvoir renforcer la résilience au niveau des ménages pour qu'ils puissent lutter durablement contre l'insécurité alimentaire dans les villages. Nous avons un appui pratique qui consistera un peu, vous voulez, appuyer les gens en termes de semences, et en termes des outils, en termes aussi de renforcement des capacités. Et effectivement, ça, c'est tout en termes pratiques. Maintenant, stratégique, on doit s'asseoir avec eux et de mettre les acteurs au centre du processus. Il nous emmène découvrir au cœur du Sahel un petit miracle, des maraîchers en parcelles. Grâce au concours d'Accor, les villageois ont les outils et le savoir-faire nécessaires pour relever un vrai défi, faire pousser des légumes frais par 40 degrés et plus. En quelques années, le village a irrigué une demi-douzaine de parcelles.
Asa kaman akorda salana tantina tera o darrabana kidimana jenene. Kalas min darrabana kaman jenene da nubiu minna mula, nubiu minna sukar, nubiu minna kuligan. Kalas minna nubiu foga kalla, kullu nisubu fi dawanga. Kalas bidafi lena minna ju karibda. Kalas bisa inna siya ke batan ju kemani asukatir. Grâce aux produits maraîchers, les habitants ont pu diversifier leur alimentation et voir plus loin en revendant les surplus, sans reposer entièrement sur les pluies. Et s'il y a autant de femmes dans les champs, c'est aussi parce qu'elles en sont les gestionnaires. Des oasis comme celle-ci, il y en a des dizaines dans la région. Elles ont permis de sécuriser les populations dans la période de soudure entre deux récoltes. Consolider la paix et les moyens d'existence, impliquer les femmes dans le développement, tout ça sert un objectif pour Accor, celui d'une société paysanne qui participe au débat national. Ça permettra maintenant à ces communautés que nous accompagnons de pouvoir impulser une dynamique d'une société civile rurale dynamique qui peut participer au débat national et réclamer la question de droits et de devoirs au sein de la cité. Aujourd'hui, près d'1 million de personnes sont touchées par l'action d'Accor au Tchad, soit 1 habitant sur 10, mais ils ne sont qu'une trentaine d'agents à coordonner les projets et fournir quelques outils. Le reste est entre les mains des Tchadiens et eux seuls. Alors François Monatiori, vous êtes responsable de cette même ONG Accor, mais au Rwanda, non pas au Tchad. Vous retrouvez là cette présence, cet accompagnement et puis cet apport en fait de techniques agricoles nouvelles, d'idées nouvelles, d'innovations? Oui, tout à fait. En fait, il faut adresser deux angles de la question. Il y a l'angle de la sécurité alimentaire, mais il y a l'angle de la souveraineté alimentaire. Est-ce que les gens, ils ont... C'est quoi la différence? Racontez-nous. Il y a une différence. Oui. La sécurité, c'est la production, l'accès direct à la nourriture. Mais la souveraineté, il s'agit plutôt des politiques, adresser les politiques, les choix, les options. Est-ce que les fermiers se sentent à l'aise pour débattre les politiques qui gèrent la production des aliments? Parce qu'en fait, actuellement, avec la grande machine de la croissance économique, c'est vers l'exportation, c'est vers la production du café, du thé, du pyrètre, des fleurs. Les gens ne mangent pas les fleurs, vous voyez. Donc, il faut absolument adresser les deux. Il faut que les petits exploitants se sentent à l'aise dans des plateformes de débat pour influencer, pour changer, mais aussi dans les pratiques agricoles, pour produire, accéder aux aliments dans les ménages. Oui, parce qu'on peut voir, et c'est frappant d'ailleurs, on peut le percevoir au niveau du monde entier, que souvent ceux qui souffrent de la faim, ce sont des producteurs agricoles, ce sont des agriculteurs. C'est un paradoxe terrible. Oui, tout à fait. Donc, il y a ceux qui font les politiques, mais il y en a d'autres qui sont dans les villages, qui souffrent effectivement de la faim. Mais pour accéder à la nourriture, il y a seulement deux options. Soit vous produisez ou vous achetez. Alors, toutes les questions de mondialisation, du commerce des aliments influencent beaucoup la disponibilité des vivres au niveau des communautés. Parce que même là où on devait produire des vivres, on produit les cultures pour la croissance économique, pour l'exportation. Donc il y a cette problématique qui est là. Et les paysans qui ne sont pas dans les modèles de pensée aux alternatives. Parce qu'en fait, si vous voyez dans la plupart des pays du sud du Sahara, vous verrez par exemple qu'il y a les communautés n'ont pas accès à ces plateformes. Il y a des politiques qui sont faites au niveau des États, au niveau des gouvernements, qui viennent s'appliquer sur des communautés qui n'ont pas suivi. Donc le fait que les petits exploitants ne font pas partie des think tanks, des gens qui pensent aux alternatives, c'est un grand défi qu'il faut adresser. Donc sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, pour vous, ce sont ces deux éléments. Un mot quand même, Guy Orange, sur ce fameux paradoxe terrible quand même, que ce soit les producteurs eux-mêmes qui souffrent de la faim statistiquement. Ça nous prouve que la bonne volonté est nécessaire. Moi, j'étais très frappé en voyant cette image de cet homme dans les champs qui dit « Je participe à la lutte contre la faim ». Je trouve ça, il faut garder le regard de cet homme. Ça, pour le coup. Parce que c'est vrai. Et à partir de là, il va parfois je dirais rencontrer l'obstacle, absence d'infrastructures, politique gouvernementale qui se moque de l'agriculture familiale, ou parfois d'autres types de difficultés. Donc je crois qu'il n'y a pas des bons des mauvais, mais moi je retiens surtout, je répète, le visage de cet homme qui dit « Moi je lutte contre la faim ». Et j'ajoute, comme président du CCFD Terre Solidaire,
Avec vous, CCFD, nous luttons contre la faim. Bruno Parmentier, c'est un travail colossal en fait, c'est un travail de terrain là, de soutenir l'agriculture familiale, de lui permettre de se développer. Oui, parce qu'il faut se dire que depuis 40 ans, on a dit qu'il faut être moderne. Il faut être moderne comme l'industrie. Et par exemple, on a fait un appel d'offres, je ne sais pas moi, pour les chaussettes. Et puis, il y a un village de Chine qui a gagné. Et puis maintenant, 80% des chaussettes du monde entier sont faites en Chine. Mais pour les chaussettes, si j'ose dire, c'est pas trop grave. Parce que si un jour, les chaussettes manquent, eh ben, on a tous 25 paires de chaussettes. Et d'ailleurs, plus personne n'a repris les chaussettes. Mais on a cru qu'on pouvait faire la même chose pour la nourriture. Et on a dit, il y a des pays qui savent faire de l'agriculture. C'est bien. Et puis les autres, vous n'êtes pas bons en agriculture. Vous n'avez qu'à faire les produits tropicaux qu'on ne peut pas faire. Vous faites du café, vous faites de l'arachide, vous faites du coton, c'est bon. Et puis nous, on va vous vendre la nourriture. Et cette idée folle de dire, on va faire voyager des centaines de milliers de tonnes de produits périssables au fin fond du Mali ou du Tchad, là où il n'y a pas de route, pour les vendre à des gens qui n'ont pas d'argent pour nous les acheter. C'est une idée folle. C'est ce que vous ressentez, Les Africains doivent manger de la nourriture africaine. Les Latino-Américains doivent manger de la nourriture latino-américaine. On ne peut pas déléguer à d'autres le fait de se nourrir. Alors, c'est bien de produire du café et du cacao, à condition de produire d'abord du mil pour manger. C'est ce que oui, tout à fait. C'est la problématique qu'on a vue au Tchad. C'est exactement ce qui se passe dans nos pays. Mais plutôt, je pense qu'il faut accompagner ces politiques de génération des vivres avec d'autres politiques qui sont des facteurs qui sous-tendent. Parce que tu voyais dans nos pays, là, par exemple, la question de l'habitat groupé pour libérer les terres, la question des naissances, le taux de croissance de la population. Chez moi, c'est 6 enfants par ménage. Donc, 6 enfants par ménage qui vivent sur 0,5 hectares. C'est pas possible. Même pour parler de l'agriculture familiale, ça devient un peu compliqué. Comment un ménage de 6 enfants va vivre rationnellement sur une terre de 0,5 hectares? Je voudrais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus, parce qu'en France, il y a beaucoup de gens qui disent les Africains n'ont qu'à arrêter de faire des enfants et ça ira. Bon, et quelque part, c'est une vision. Alors, au Rwanda, oui, je pense, parce que de fait, c'est une petite zone très peuplée. Mais à l'échelle mondiale, pas vrai du tout. Les Chinois mangent beaucoup mieux à 1,3 milliard que quand ils étaient 800 millions, ou 400, ou 200 millions. Donc, le problème est beaucoup plus complexe. Et dans la plupart des pays africains, comme celui qu'on a vu tout à l'heure dans les images, ils sont sous-peuplés. Donc, c'est pas grave au Tchad s'il y a plus de gens. Le problème, c'est de faire plus de nourriture. Et le problème, c'est que les infirmières travaillent plus vite que les agronomes. Donc, on diminue la mortalité infantile. Et il faut se rendre compte que chaque homme ou chaque femme mange à peu près 400 kilos de nourriture par an. Un peu plus d'1 kilo par jour. Quand on sauve la vie d'un enfant, il faut quelque part se débrouiller pour produire 30 tonnes de nourriture pour le nourrir pendant sa vie. Donc, c'est bien de sauver la vie des enfants, mais c'est indispensable de produire plus de nourriture dans ces régions-là. Alors, on a quand même fait des progrès, d'ailleurs, on va le voir, on va l'entendre à l'instant. L'apport des techniques agricoles soutient la productivité. Un exemple, cette fois-ci au Burundi, avec la CAPAD, la Confédération des producteurs agricoles pour le développement. Je vous propose de retrouver l'un des coordinateurs techniques, Jean-Marie Ndiaye Chimiaye. On est ici chez un petit lopin de terre où un producteur de pommes de terre est en train de multiplier, de préparer les semences pour la prochaine saison culturelle. Oui, ça, c'est un champ d'obré où les producteurs ont adopté les nouvelles techniques de semis en ligne. Et c'est une technique qui permet aux producteurs de diminuer la quantité de semences sur un champ donné. Alors ça augmente aussi le rendement. Vous pouvez comparer les épis. Vous pouvez voir que les épis n'ont pas la même taille. Il y a la différence. Les épis du semis en ligne sont très grands que les épis du semis en vrac. Alors on peut voir quand même qu'il y a des progrès au niveau agricole. Très concrètement, les techniques, elles se diffusent aujourd'hui, ces techniques agricoles, suffisamment, y compris dans les pays Alors là, je crois qu'on peut être optimiste. Parce que vous, c'est votre domaine, hein, vous avez formé les ingénieurs en agriculture. Dans la deuxième partie du XXe siècle, on a inventé la révolution verte. Bon, à coups de tracteurs, d'engrais, de semences, de pesticides, etc. Et quand même, par exemple, dans un pays comme la France, on a triplé. On sort 3 fois plus de blé du même champ. Bon.
il y a un certain nombre de régions du monde qui sont restées de fait en dehors de, entre guillemets, ce progrès de l'agriculture. Et très largement l'Afrique, par exemple. Bon, donc la productivité en Afrique, elle est assez faible. Il n'y a pas de raison qu'elle n'augmente pas. Le problème maintenant, c'est de l'augmenter avec des méthodes agroécologiques et non pas par des méthodes chimiques. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, de toute façon, pour acheter les tracteurs et les semences améliorées, etc. Donc il y a encore du progrès possible. La force de la nature dans ces régions sont très fortes. Et si on arrive à s'intégrer dans les forces de la nature par des moyens agroécologiques, on peut intensifier. Et c'est possible de tripler la production agricole en Afrique. Et d'ailleurs, c'est indispensable. Parce que si on veut que tous les Africains mangent en 2050, il faut arriver à tripler la production agricole. Mais c'est possible par des moyens agroécologiques. Yvonne Bellandi. Très souvent, ce sont des gens qui habitent dans des zones qui ne sont pas faciles. La question de la sécheresse, par exemple, elle pose le besoin d'un accompagnement particulier. Ça ne veut pas dire que la sécheresse soit une fatalité. Nous avons aujourd'hui des technologies qui ne sont pas chères et qui permettent d'accompagner la sécheresse. Il y a un truc intéressant. Très souvent, les gouvernements se sont dit « nous allons lutter contre la sécheresse en mettant en place d'énormes infrastructures qui vont nous permettre de stocker de l'eau de façon centralisée au service, évidemment, des producteurs qui ont une masse intéressante du point de vue de la quantité et de la quantité d'argent que l'on peut produire, de la rentabilité. Aujourd'hui, dans certaines régions, alors je connais bien ce qui se passe au Brésil, il y a des dizaines de milliers d'agriculteurs qui se mobilisent à très peu de frais, avec très peu de ressources financières, pour faire des fonds rotatoires qui leur permettent à tour de rôle de bénéficier des économies des voisins pour construire des citernes dans toutes les fermes. Alors, une citerne pour l'eau de boisson d'abord, que l'on récupère sur les toits, et puis une citerne, alors c'est des citernes de 3000 litres, 10 000 litres, puis après une grosse citerne de 50 000 litres que l'on récupère sur une grosse dalle de béton qui permet de récupérer de l'eau pour du fourrage et pour de l'arrosage technifié. Ce n'est pas cher, les gens le construisent eux-mêmes, c'est en train de révolutionner le profil de régions entières du biome semi-aride brésilien, par exemple. Donc, mais c'est une mesure particulière pour un problème particulier, avec beaucoup d'organisation et pas tellement des investissements massifs en infrastructure. En tout cas, ça demande un accompagnement et puis aussi de considérer que ces solutions, elles sont locales. Enfin, elles se trouvent d'abord auprès des populations concernées. Alors ça, c'est essentiel. Moi, je suis admiratif sur la capacité d'imagination et d'invention, ou parfois la capacité qu'ont les populations locales de retrouver ce qui se faisait et d'adapter, évidemment, dans les conditions de la modernité. Et ça, c'est très, très important. C'est le sens du partenariat. Nous, Français, comme comité catholique, on ne va pas dire ce qu'il faut. Mais par contre, on va accompagner cette capacité d'imagination, cette capacité d'invention, d'adapter des anciennes pratiques à la réalité moderne. Et je crois que cet accompagnement, il faut se réjouir de l'invention de nos amis. Là, on parle de l'Afrique ou du Brésil, mais c'est vrai à travers le monde. Mais parfois, cette invention, elle a besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit accompagnement, de l'aide. Yvonne ? Une initiative locale qui est presque de la couture sur mesure, c'est de la broderie fine de la dentelle, peut être relayée après par des politiques publiques, c'est-à-dire reprises, adaptées et faire un saut quantitatif et qualitatif. Pour l'histoire que je racontais sur le nord-est du Brésil, le gouvernement a été très attentif à cette histoire et aujourd'hui, le gouvernement a repris cette initiative qui au début était une initiative vraiment de la base et en a fait un énorme programme d'État, s'appelle le programme 1 million de citernes, alors pour l'eau de boisson, et puis est en train de rajouter aujourd'hui un deuxième programme qui s'appelle le programme Une terre, deux eaux, avec l'objectif que dans chaque petite ferme, il y ait assez d'eau stockée pour tenir pendant cette période de soudure entre deux récoltes quand il y a eu une sécheresse au milieu. On a entendu, Bruno Parmentier, vous disiez on peut multiplier par 3 la productivité encore au niveau de cette agriculture familiale. Pour autant, je me tourne vers vous, François. Est-ce que cette agriculture familiale, elle pourrait permettre de nourrir le million d'habitants de la capitale? On parlait du Tchad tout à l'heure, ou bien du Burundi, ou bien sûr à Kigali, au Rwanda. Parce que tout le monde n'est pas paysan. Oui, mais encore une fois, c'est vraiment des solutions spécifiques à des conditions spécifiques. Parce que là, si je parle du Rwanda, où la densité de la population est de presque 500 au kilomètre carré,
5 fois plus que la France, ou donc, quasiment. Oui, il faut voir que l'agriculture familiale, il faut la définir dans ces conditions-là. Pour pouvoir dire sur une petite surface, on va pouvoir nourrir la famille. Même si vous utilisez des techniques, je ne sais pas, des techniques modernes sur la petite surface, ça va être difficile de produire assez d'aliments pour la famille. Mais bien sûr, il faut maintenant penser plus large et voir quelles sont d'autres alternatives. Alors justement, je vous propose de continuer notre réflexion. Il y a ce souci de s'organiser entre agriculteurs. Direction maintenant Haïti, on va retrouver Gracita Ozia Saint-Louis et des producteurs de mangue de la région du Gros Morne. Gracita est chargé de programme d'ITK, l'Institut de technologie et d'animation. Les producteurs ont bien conscience du rapport de force qui est déséquilibré entre eux et les exportateurs. C'est la raison pour laquelle ils ont créé il y a une dizaine d'années une coopérative. Cette graine, c'est la source, c'est la vie. Et de même qu'une plante ne vient pas comme ça et arrive en tout grand, je peux dire que je suis le fruit de ITK, un fruit de ITK. Je suis Gracita Ozia Saint-Louis. Je suis chargée de programme à ITK. ITK encourage les associations paysannes à s'organiser. Ce qu'on espère, c'est de mettre les paysans en association pour avoir beaucoup plus de force sur le plan économique. Comme ça, on pourra influencer le marché. À Canifis, pour dire non, je ne vais pas continuer à vendre 5 gouttes, 12 pour sortir dans le cimetière. Et eux même qui fait partie coopérative là, eux même y a pris mangoa, ils bon pour la communauté. Et eux même pas commencé à des garanties que anciens parents n'ont pas de gens connaissent. C'est bien, c'est bien. C'est travail par nous, travail pour producteurs. La mangue, la production de mangue à Gros Morne, si on voit le volume de mangue qu'il y a dans cette zone et la mobilisation qu'il y a autour de cette question de mangue, surtout quand on voit comment les femmes participent, c'est une richesse pour la région de Gros Morne qui mérite d'être encouragée. Pas de connaître une bouteille pour nous te laver, pour nous te souiller, pour nous te toucher $40 par jour. Quand il y a nous les zones, les changer, ça fait nous entrer dans la coopérative là pour nous changer la vie, pour nous batailler ici, mon école tout ensemble. C'est une recherche pour nous faire, pour que nous soyons capables de joindre quelques animaux pour nous louer, et bien pour aller prendre ça. Mais si toutefois que la coopérative là lui-même n'a gagné propres animaux par lui, et bien quelqu'un soit et quantité de mango que nous avons fait, et bien nous avons joigné sur les champs. Rapide, nous avons joigné. C'est là le grand problème pour la coopérative de collecter les mangues pour l'exportation. ITK a pris naissance en 1979. Au début, c'était comme en germination avec quelques personnes. À cette époque-là, j'ai travaillé avec des autres organisations paysannes et j'ai participé à cette formation. Producteurs mango, ils se rendent compte que mango a ses affaires pas yo. Et mango a permettre que yo même yo sorti en pile fois de problèmes économiques et de problèmes sociaux que yo même y a confronté dans la région. Ouais. Ouais, si là nous gagnons pour que nous-mêmes nous en termes de résultats, on peut dire que c'est minime, que c'est peu. Mais moi, j'apprécie beaucoup les efforts des paysans pour participer dans les activités que ITK particulièrement entreprend avec eux. Et il va avoir une autre ère vraiment à Gros Morne. Pour moi, c'est un rêve de voir que la situation des paysans change. On le voit à nouveau ici, Yvonne, il ne suffit pas de produire, il faut pouvoir s'organiser, il faut la structure économique pour faire transporter ces marchandises, pouvoir les vendre. Et puis il y a ce rapport aussi aux exportateurs et du coup au marché, d'une certaine manière. Tout à fait. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'agriculture touche au moins à 3 éléments. Il y a un élément de production d'aliments, il y a un élément de production d'emplois et de revenus, et il y a un élément aussi qui est abordé indirectement dans
dans le reportage, c'est un élément d'arborisation et de soin de la terre qui permet à la terre de produire et puis de continuer à produire, de ne pas se dégrader. Oui, parce qu'on sait qu'il y a des zones très dégradées, sur notre terre qui sont très dégradées. Voilà, notamment par une histoire très très longue de monoculture qui a épuisé la terre, la flore, la faune, les sols. Voilà. Le problème, c'est que le paysan tout seul, très souvent, n'est pas en condition d'accéder au marché. Accéder au marché, ça suppose d'abord de pouvoir récupérer, collecter la production, la descendre vers les lieux de vente, et là où sont les acheteurs, et puis entrer en concurrence, entre guillemets, avec d'autres vendeurs. Et pourquoi ces producteurs, au fond, ils semblent si peu soutenus au niveau national parce que des producteurs, c'est précieux, a priori, pour un pays. Je veux dire, on parle d'éradication de la faim, c'est ce qui permet de lutter contre la faim. En tout cas, c'est ce qu'on s'imagine. Alors, chaque État a ses propres politiques publiques en matière d'agriculture. Parfois, elles sont pauvres, parfois, elles souffrent de problèmes de déstructuration, de désorganisation. Parfois, elles pâtissent de choix qui sont particuliers à tel ou tel État. Je ne suis pas spécialiste d'Haïti. Moi, ce que je vois dans un certain nombre de pays, c'est que beaucoup de gouvernements font le choix d'appuyer une agriculture plutôt hautement mécanisée, hautement industrialisée et hautement rentable en devises, mais qui... C'est-à-dire que ça produit de l'argent pour le pays. Ça produit, voilà, ça permet à la balance commerciale d'être favorable, ça permet de faire entrer des devises, ça permet au gouvernement d'avoir de la caisse, de la trésorerie, et ça lui permet d'avoir de l'argent à dépenser en politique publique, de lutte contre la faim, par exemple. Mais donc, ça ne nourrit pas forcément la population, ça ne nourrit pas directement. Forcément son homme, parce que vous n'allez pas forcément produire de la nourriture, et parce que cette agriculture ne va pas forcément bénéficier aux plus pauvres et à ceux qui sont tout en bas de la chaîne économique. Ça va plutôt bénéficier aux grands producteurs qui ont accès à la propriété de larges extensions de terres, qui ont accès à des mécanismes de commercialisation et qui sont déjà privilégiés dans le jeu économique. C'est un peu comme le jeu de Monopoly, si vous voulez. Bruno Parmentier, là, il y a des choix politiques, ça touche à des choix politiques. Oui. Alors, déjà, une première chose, typique d'Haïti. Pas d'État, assiette vide. C'est-à-dire, la réalité, c'est que l'agriculture a besoin d'administration, comme l'eau. Parce que quand on sème quelque chose, on ne sait jamais combien on va récolter. Ça dépend du temps qu'il fait, des maladies qui arrivent, de la sécheresse, etc. Et en revanche, il faut produire tous les jours. Donc, les pays où l'État dépérit, les gens ont faim. Oui, on pense aussi aux situations de guerre, c'est le cas en Centrafrique aujourd'hui, en Syrie, etc. Et donc, typique. Oui. Alors, quand il y a la guerre, encore pire. Bon. Alors maintenant, quand il y a un État, ça ne veut pas dire qu'on mange. Parce que, en général... C'est jamais les paysans qui sont les présidents de la République. Hein. Les paysans sont méprisés dans tous les pays du monde. Voilà, c'est la dernière roue de la charrette. Et donc, c'est plutôt des commerçants, quelque part. Et donc, eux, ils disent, ben, c'est bien de commercer. On va vers le commerce et puis l'État va prospérer sur le commerce, ça va marcher. Ben, on voit que ça ne marche pas. Et puis, nous, quelque part, nous, les pays du Nord, on a organisé le monde à notre image. C'est nous qui commandons le monde. C'est-à-dire, les produits qu'on leur vend, c'est nous qui organisons le marché. Mais les produits qu'on leur achète aussi. Ça se saurait si le commerce mondial de café était contrôlé par le Costa Rica et Éthiopie. C'est contrôlé par Nestlé et par d'autres, etc. Donc le coton, le café, le cacao, etc. C'est nous qui organisons à notre manière. Donc déjà, on voit en France, en Europe, on est en train de perdre la main. Maintenant, c'est plutôt les Chinois qui sont en train de reprendre la main et on trouve ça très dur. Mais eux, ils n'ont jamais eu la main. Le commerce international a toujours été organisé au bénéfice des gens du Nord. Donc, effectivement, il faut revenir à la base. Il faut déjà se nourrir soi-même et puis un petit peu vendre. Et plus on se regroupe, mieux ce sera. Mais de toute façon... Ces producteurs de mangue, par rapport aux grandes multinationales du fruit, ils seront toujours tout petits. Mais ce sera toujours mieux s'ils sont organisés à 50 ou à 100 que s'ils sont tout seuls, évidemment. Autrefois, on pensait au siècle dernier en termes de lutte de classe. Aujourd'hui, c'est d'autres manières de percevoir cette lutte entre les paysans pauvres et les grandes firmes internationales. Je ne vais pas revenir sur ce qui vient de nous être dit, mais donner un apport positif. Une des actions de ce partenariat, c'est ce qu'on appelle en termes un peu en jargon le plaidoyer. Ça veut dire... Que vous conduisez au CCFD. Qu'on conduit au CCFD, mais avec les partenaires.
Lorsqu'un partenaire d'Haïti, mais je pense, Accor, etc., nous dit, attendez, il faut maintenant, à la fois il faut ce travail sur le terrain, on vient de le faire, bien sûr, c'est magnifique, c'est indispensable, mais il faut peut-être franchir un échelon. Ça s'appelle du plaidoyer sur les décideurs, que ces décideurs soient économiques ou qu'ils soient politiques. Le travail de plaidoyer, il fait un peu peur. Parce qu'effectivement, il y a une dimension sociopolitique, mais il est indispensable. Si on veut changer un certain nombre de règles, parce qu'il faut quand même, c'est ce qui vient de nous être dit, faire de la spéculation. C'est-à-dire gagner toujours plus sur l'argent produit et encore plus, faire de la spéculation sur les produits de base de l'alimentation, c'est pas la peine d'être de droite, d'être de gauche, d'être chrétien ou pas chrétien pour dire là, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est-à-dire faire de la spéculation sur les denrées alimentaires comme on fait de la spéculation sur les marchés boursiers. Eh bien voilà. Eh bien ça, eh bien il faut que ça change. Je ne vais pas faire la révolution. C'est quoi l'impact, les conséquences de la spéculation sur les denrées alimentaires? Eh bien c'est que tout d'un coup, un pays qui pouvait compter sur un taux, une valeur, un prix de vente à hauteur de temps, et donc espérer à ce moment-là distribuer suffisamment de revenus pour permettre à sa population à son tour et d'acheter et de produire, eh bien tout d'un coup, parce qu'il y a eu une manœuvre spéculative, ce taux s'effondre complètement. Et c'est là où il y a véritablement des changements, ce qu'on appelle nous au CCFD, des transformations sociales. Ça fait peur, mais il ne faut pas en avoir peur. C'est changer les règles qui aboutissent à des situations injustes. Vous parlez de la spéculation, ça a des conséquences réelles. Il y a aussi le fait que la production alimentaire dépend beaucoup aujourd'hui d'une économie mondialisée et du coup des prix mondiaux. C'était le cas 2007-2008, crise sur forte hausse des tarifs sur les denrées alimentaires et du coup émeute de la faim, incapacité pour un certain nombre de populations d'accéder à la nourriture. Oui, alors c'est vrai qu'on a accompagné la croissance de la population des années 50 aux années 2000 par quand même une croissance très importante de la production mondiale. Et maintenant, on est à un tournant depuis le début des années 2000. C'est-à-dire on n'arrive pas à augmenter la production agricole mondiale autant que la demande. C'est-à-dire autant que le nombre d'habitants en plus, il y a quand même 80 millions de terriens de plus chaque année. Hein. Oui, et en même temps, voilà. Vous nous avez dit tout à l'heure que c'est possible d'éradiquer la faim. C'est possible, mais toute la révolution verte qui a permis d'augmenter massivement la production depuis 50 ans, elle arrive au bout. Voilà, on n'arrive plus à augmenter suffisamment la productivité. Donc il y a besoin d'une nouvelle révolution technologique, mais cette fois-ci à base d'écologie. Il faut intensifier les processus écologiques comme avant on intensifiait les processus chimiques. Donc il y a beaucoup d'espoir, et justement particulièrement des espoirs dans les pays tropicaux où les forces de la nature sont fortes. Parce que grosso modo en France, ce qu'on espère c'est pouvoir produire autant mais avec beaucoup moins d'engrais, moins de pesticides. Mais en Afrique, on ne produit pas beaucoup. On espère produire beaucoup plus, mais avec des méthodes écologiques. Donc c'est possible, mais c'est un changement assez radical dans notre rapport à l'agriculture. L'addition et l'interaction de très nombreuses politiques publiques locales adaptées à des réalités différentes, dans des pays différents, dans des climats différents, avec des populations qui ont des coutumes de production et d'alimentation différentes, peuvent révolutionner en grande partie la situation actuelle. Autrement dit, si je vous comprends bien, il faut réhabiliter des politiques agricoles locales adaptées pour favoriser cette productivité. Je pense que c'est l'une des portes d'entrée pour trouver des solutions. Et pourquoi on l'aurait abandonné, cette politique agricole? Vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, au fond, c'était un choix politique? Mais parce que ça rapportait pas assez. Il faut quand même être concret. Il y a un certain nombre de gens qui sont décidés à faire de l'argent sur tout, y compris sur le fait qu'à certains moments, des gens vont crever de faim. Et il faut être très clair. Et donc, pourquoi c'est pas, je dirais, de la mauvaise volonté ou de la méchanceté, c'est qu'on poursuit un objectif qui est, je parlais de la spéculation, mais c'est vrai sur d'autres situations, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle, nous, tout bêtement, dans la pensée sociale de l'Église, le bien commun ou l'intérêt général. Penser l'économie, et en particulier la production agricole, dans le sens du bien commun et de l'intérêt général, ça veut dire qu'on ne peut pas laisser se développer la spéculation, se développer la dérégulation dans tel ou tel domaine. Ça, c'est important. Ça paraît un peu général, mais c'est très, très concret en réalité. Il faut se dire, Bruno Parmentier, finalement, que le modèle dans lequel on a été jusqu'à présent, il faut donc, j'ai compris ça, le remettre en question pour produire différemment, mais ça veut dire qu'il faut aussi une sacrée remise en question. Très concrètement, vous parliez de la France, pour les
producteurs français, la manière dont on en tire bénéfice aussi, puisque la balance commerciale de la France, elle dépend aussi beaucoup de l'exportation des produits agricoles, par exemple. Alors, il faut se dire, par exemple, c'est très bien que les ONG existent, hein. Le CCFD, c'est un bienfait pour l'humanité. Voilà. Mais enfin, c'est tout petit à côté d'un gouvernement. Bien sûr. La réalité, c'est que c'est au gouvernement de faire. Bon, donc très bien qu'on arrive à faire des associations, etc. Et les gouvernements doivent se rendre compte, tous les gouvernements, que leur premier devoir, c'est que la population mange. Pour que la population mange, il faut produire de la nourriture pour la population dans le pays. Il faut déjà manger de la nourriture ici. Et puis, quand même, le deuxième changement très important qu'il y a depuis une dizaine d'années, c'est de revenir à des choses de base en disant, il y a les gens qui produisent de la nourriture, il faut qu'ils en produisent un peu plus, et notamment pour eux. Puis il y a tous les gens des villes. Bon, les gens des villes, il faut qu'ils aient des revenus, et en particulier les mères de famille. Donc ça, quelque part, on le doit notamment au président Lula au Brésil. On va réinventer les allocations familiales, c'est tout bête. Je veux dire, une femme qui a 3 enfants, ben, c'est bien que ses enfants mangent. Donc que le gouvernement dise, bon, c'est quand même ma responsabilité que les enfants mangent. Je vais donner de l'argent tous les mois aux femmes, pas aux hommes. Hein. Cibler, en plus maintenant avec les problèmes électroniques et tout, on peut cibler, uniquement pour acheter de la nourriture. Bon, ben, ce programme Faim Zéro au Brésil, ça a réduit de façon drastique la malnutrition et la pauvreté au Brésil. Et puis, du coup, il faut se rendre compte de ce que ça représente que de grands pays, par exemple le Brésil, grand pays arrogant, maintenant le Mexique essaye de s'y mettre, et summum, l'Inde, le pays de la faim dans le monde, qui quand même arrive à dire, bah, attendez, je suis un grand pays, mais je suis le pays de la faim dans le monde. Donc, je vais essayer de faire en sorte qu'on mange en Inde. Et ils menacent, je ne sais pas s'ils vont le faire, d'organiser le plus grand programme jamais fait contre la faim, mais pour dire que c'est plus du tout les mêmes moyens, ils vont fournir de la nourriture bon marché à 800 millions de personnes tous les mois. Je dis bien 800 millions de personnes. Je ne sais pas s'ils y arrivent, mais c'est un tournant majeur que des grands pays, entre guillemets, arrogants, on pourrait dire, pas autant que nous, mais enfin déjà assez arrogants, comme le Brésil ou l'Inde, disent, attendez, c'est super de faire des fusées, etc., mais enfin, le premier devoir d'un gouvernement, c'est que tout le monde mange, donc on va déjà s'y mettre. Et ça, c'est quand même un changement majeur qu'il faut absolument accompagner et que les ONG, avec leur plaidoyer, justement, peuvent accompagner. Bon, c'est indispensable que les gouvernements se disent, il faut qu'on mange dans mon pays. Pour reprendre un peu d'une manière synthétique cette problématique de la faim, vous avez dit qu'il faut une évolution, il faut un changement de mentalité, il faut des décisions. Quels sont les éléments qu'on pourrait retenir pour se dire que, vous avez dit c'est possible, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement à l'échelle individuelle? Écoutez, déjà prendre conscience du problème. Bon, et puis grosso modo, pourquoi est-ce qu'on peut rêver d'arrêter la faim alors qu'on a échoué jusqu'à maintenant? Il y a toujours 800 millions. Bon, oui, puis on dit qu'en plus il y aura 9 milliards de personnes en 2050. Voilà. Alors, agriculture familiale, agroécologique. Ça, c'est possible, partout sur la planète. Et donc, rediffuser ces petites techniques qu'on a vues, mais qui sont extrêmement productives. Un jardin potager, c'est excessivement productif sur 50 mètres carrés. Bon. Deuxièmement, redonner des revenus en ville à toutes les mères de famille pour qu'elles puissent nourrir leurs enfants. Revoir les règles du commerce international pour que tout ne soit pas fait au profit des gens du Nord, mais que les producteurs africains notamment ou asiatiques puissent accéder au marché. Et puis, il y a quand même une chose, quand on arrive au bout, c'est-à-dire que vraiment les enfants ont faim, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a un progrès considérable depuis 10 ans dans les techniques de renutrition. Bon, parce que les enfants sont évidemment les plus fragiles, hein, les 5 premières années. Bon, avant, il fallait les hospitaliser pour leur donner du lait, etc. C'était compliqué, ça coûtait cher. Maintenant, on a des produits géniaux, hein, genre, comment ça s'appelle, le plum peanut, enfin, genre une espèce de crème qui résiste à la chaleur et qui permettent de renutrir un enfant en quelques semaines, mais sans avoir besoin de l'hospitaliser. Il mâchouille juste la crème et c'est bon, il suffit qu'une assistante sociale passe une fois par semaine pour donner le lot, etc. Donc, c'est à portée de main, si on veut. Mais encore une fois, ça ne suffit pas de sauver des enfants. Chaque fois qu'on sauve un enfant, il faut produire 30 tonnes de nourriture pour le nourrir jusqu'à la fin. Donc l'agriculture redevient quelque chose d'absolument fondamental au XXIe siècle. Il faut que chaque continent arrive à se nourrir. Voilà. Peut-être la grande nouveauté
c'est cette mondialisation qui est si décriée par ailleurs, pour des raisons tout à fait justes, c'est ensemble qu'on va pouvoir trouver des solutions. Et on a souvent parlé de partenariat, en tout cas au CCFD, c'est notre, on répète sans cesse ça, et non pas simplement pour faire bien, mais parce que c'est la seule solution, et en même temps c'est une opportunité extraordinaire. Et ce qui serait bon, presque à la fin de cet échange, c'est que chacun, chacune se dise, mais finalement, j'ai ma petite place dans ces processus qui nous paraissent compliqués. Ma petite place, c'est aux côtés des amis tchadiens, à travers le CCFD ou d'autres, mais pourquoi pas le CCFD. C'est un geste financier à tel ou tel moment de sa vie. C'est parfois la manière dont on consomme soi-même et dont notre relation à la production agricole. On gage beaucoup et les calculs ont été faits. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inacceptable dont je parlais tout à l'heure. Oui, en même temps, on a beaucoup entendu, enfin je ne sais pas si on le dit encore aujourd'hui, mais peut-être vous l'avez entendu dans votre enfance, termine ton assiette, quand il y a des enfants qui meurent, alors ça a changé suivant les crises alimentaires au Biafra, en Chine ou ailleurs. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment comme ça? Mais il ne faut pas culpabiliser, mais il faut responsabiliser. Oui, la population française, dans sa manière de consommer, dans sa manière, je dirais, de réfléchir au circuit de production agricole, aux exploitations que telle ou telle importation peut entraîner, etc. Oui, ça a un sens. Et moi, je continue de dire à mes petites filles que ça a un sens, qu'elles ne consomment pas n'importe comment. Et donc, il ne s'agit pas de dire... C'est introduire une réflexion. Mais introduire une réflexion, pourquoi pas un exposé dans la classe, pourquoi pas dans la communauté paroissiale, inviter nos partenaires du CCFD Terre Solidaire quand ils viennent. Oui, on va voir avec je pense que ça, c'est très important. Il y a plein de petits lieux où chacun de nous peut trouver, petit à petit, non pas sa petite place, je ne dis pas ça, j'aime pas le petit, peut trouver sa place. Le mot de la fin, dernier tour de table, par exemple, pour expliquer. Le soja que mangent les animaux européens, ça couvre, dans d'autres pays, l'équivalent de la superficie agricole de la France. C'est comme si on avait décolonisé, mais on s'était gardé sous le coup d'une colonie. Est-ce bien raisonnable de continuer à manger, directement ou indirectement, même en Europe, de la nourriture qui vient d'autres continents? Alors, c'est pas parce qu'on mangera moins de viande qu'immédiatement le beefsteak va aller au Tchad. Ça, c'est forcément mais la question globalement, qu'on va vous poser. Si les Français pillent moins la planète, quelque part, ça va libérer plus de force pour que d'autres puissent manger. Yvonne Belaoundé, le mot de la fin. Il ne faut pas qu'on oublie une chose. Et là, je m'adresse vraiment à tous les téléspectateurs de KTO. Il y a une chose très simple que l'on peut faire et qui peut avoir un impact énorme, c'est de l'ordre de la transmission. Chaque fois qu'une personne qui éduque ses enfants, ses petits-enfants, lui fait comprendre des choses, elle apporte quelque chose au choix futur de cet enfant. Et je pense qu'aujourd'hui, l'une des choses importantes, c'est de parler aux générations jeunes, de les rendre conscience de ce qui se passe, parce que ces générations jeunes vont choisir leur métier, elles vont faire leur choix politique, elles vont faire leur choix de consommation et leur choix de mode de vie grâce à ce qu'elles auront reçu en partie des générations qui les précèdent et qui les portent. On sait que le CCFD anime depuis de nombreuses années en France la campagne de Carême. Vous en faites partie, vous êtes l'un de ces 40 partenaires qui sillonnent la France dans les jours et les semaines qui viennent. François, vous serez en Ile-de-France. Au fond, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à ceux que vous allez rencontrer? Qu'est-ce que représente ce moment pour vous, vous qui êtes aux côtés habituellement des Rwandais, des paysans rwandais, des villageois? Non, c'est pour confirmer que le partenariat avec le CCFD est en train de changer des vies au niveau dans nos pays. Et que donc il faut vraiment reconnaître et valoriser le potentiel énorme des solidarités communautaires dans nos pays. Pas seulement pour la production, le plaidoyer, mais aussi dans la cohésion sociale, la cohérence sociale, la dignité, l'humanité sociale. Parce qu'en fait, autour du travail agricole et la prévention des conflits. Vous savez, les conflits partout dans le monde. S'il y a des conflits, il n'y a pas de production, il n'y a pas de quoi manger. Donc autour des solidarités qu'il faut valoriser, il y en a plein dans nos communautés. Je pense que c'est ça qu'il faut, c'est sur ça qu'il faut focaliser, que le partenariat est en train d'appuyer et de faire avancer vers la disponibilité des vivres au niveau des communautés. Et puis puisqu'on est dans cette période de carême, il y a quelque chose, une phrase biblique qui vous habite, Guy Orange, donnez-leur vous-même à manger.
Oui, parce que souvent, on saute tout de suite à l'étape et après, il y a la multiplication des pains. Moi, je suis frappé quand je lis ce texte. Ça commence par la réaction de Jésus qui, si je peux me permettre, doit être une réaction des tripes. Mais donnez-leur vous-même à manger. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de l'espérance que Dieu met en nous pour arriver. Et c'est peut-être le sens de la multiplication des pains. Mais donnez-leur vous-même à manger. C'est ce qu'ont répété tous les papes. C'est ce que répète aujourd'hui le pape François. Et je trouve ça plutôt sympathique parce que ça nous met en situation d'un petit peu de responsabilité. Donnez-leur vous-même à manger. Vous le pouvez. Merci beaucoup à tous les quatre. Bien sûr, je rappelle votre ouvrage, Guy Oranche, Le souffle d'une vie chez Albin Michel, et puis apparaître pour vous, Bruno Parmentier, Fin zéro, 2 ouvrages déjà parus, Nourrir l'humanité à la découverte, et puis Manger tous ces biens aux éditions du Seuil. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus ou participer au projet soutenu par le CCFD Terre Solidaire, bien sûr, vous pouvez écrire au CCFD, vous adresser à votre paroisse, et puis il y a cette date de collecte du CCFD, le dimanche 6 avril. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt, très vite sur KTO. Bien sûr, vous retrouvez cette émission sur le site. Vous pouvez poser vos questions, réagir. Très bonne soirée à vous.